Bonjour Bruno Lebras. Bonjour Claude Tran. Vous êtes enseignant d'histoire-géographie dans un collège dans l'Académie de Grenoble. Oui, le collège Les Alinges à Saint-Quentin-Falavier dans le Nord-Isère. Et vous enseignez à tous les niveaux? J'enseigne à tous les niveaux du collège, oui, de la 6e à la 3e. Très bien. Et vous utilisez un ENT, je crois? Oui, l'ENT-OZ depuis le mois de septembre dans le cadre d'une expérimentation. On est collège préfigurateur. Bon, de toute façon, l'ENT, vous l'utilisez depuis longtemps. On utilise depuis 10 ans l'ancienne ENT d'ITOP, Net Collège. Donc oui, c'est pas une découverte l'ENT. Alors, les ENT, jusqu'à maintenant, étaient considérés comme des outils plutôt administratifs, de vie scolaire. Ils basculent, ils ont vraiment basculé comme outil pédagogique à l'usage des enseignants? C'est variable d'un établissement à l'autre. L'outil permet depuis très longtemps des usages pédagogiques. C'est vrai que souvent on pense aux usages administratifs, aux usages professionnels, mais dès le départ on pouvait organiser des forums, des partages de documents produits par l'enseignant, mais aussi produits par les élèves. Donc ça c'est possible depuis longtemps. Dans votre pratique, c'est ce que vous faites? Ah oui, moi depuis l'origine, je me suis toujours intéressé plutôt au côté pédagogique qu'administratif. Je me doute. Alors aujourd'hui, comment pourrait-on dire, vous utilisez l'ENT constamment? Ah, je l'utilise en permanence, mes élèves s'y connectent tous les jours à coup sûr et souvent plusieurs fois par jour, oui ça c'est certain. Et comment vous l'utilisez alors? Expliquez-moi. Alors, on peut prendre des exemples. Oui, bien sûr. Donc si on se limite aux usages pédagogiques, je vais déjà utiliser l'ENT pour diffuser en amont de la séance de cours le contenu du cours, les connaissances qui sont à connaître pour les élèves, donc dans une pédagogie inversée. C'est-à-dire que je fournis aux élèves la trace écrite du cours de manière synthétique. Je leur fournis aussi la même trace, mais dans un fichier MP3. MP3, c'est-à-dire un son enregistré, lu par les élèves, et encore la même source, mais en capsule vidéo que j'ai produite moi-même, donc avec le son des élèves et les animations et des images. Donc ça permet aux élèves d'apprendre, de prendre connaissance et d'écouter, de réécouter sur leur lecteur MP3, sur leur téléphone. Enfin, chacun utilise les moyens qu'il veut. Mais alors, disent certains, ce que vous faisiez avant, vous le transmettez totalement à l'élève. Quel intérêt? L'intérêt, c'est de dégager du temps quand je suis en face à face avec mes élèves, en présence avec eux dans la classe. Si je parle, je leur transmets des informations, je ne sers finalement peut-être pas à grand chose. C'est pas là que je suis le plus utile en tout cas. Le moment où je suis le plus utile, c'est quand les élèves utilisent ces informations. Par exemple, je prends un exemple tout simple, pour faire des fiches de révision en 3e pour le brevet. Pendant des années et des années, j'ai dit aux élèves, faites des fiches avec la liste des mots-clés. Si vous faisiez une petite carte mentale, ça vous aiderait drôlement. Mais je croyais naïvement que c'est parce qu'ils voulaient pas le faire qu'ils étaient feignants. En réalité, c'est que c'est très compliqué comme travail. Il faut maîtriser les outils, c'est vite fait. Mais après, pour un élève dont le contenu du cours, déterminer les mots-clés, les mots importants, moi je sais lesquels ce sont, mais pas eux. Et après, faire une carte mentale qui soit organisée de façon logique, hiérarchisée, etc. Si je ne suis pas là pour les aider, ils ne le font pas, ils n'y arrivent pas ou ils le font mal. Et c'est pas le rôle de leurs parents, c'est mon rôle et c'est là que je pense être le plus utile. Pourquoi je ne le faisais pas avant? Parce que l'essentiel du temps était consommé par la transmission des informations. Donc là, j'ai réalisé que finalement, ce temps-là, qui est quand même assez court, de présence avec les élèves, il était précieux et qu'il fallait l'utiliser mieux. Alors, comment réagissent les élèves? Vous leur donnez à faire à la maison ce que traditionnellement on faisait en cours. Oui, mais inversement, ils ne font plus à la maison les exercices que je leur demandais de faire et pour lesquels ils me répondaient « on n'y est pas arrivé ». C'était source de conflits avec eux. Ils n'y étaient pas arrivés, j'arrivais facilement à les soupçonner de mauvaise volonté, de mauvaise foi, etc. Alors que là, ce qu'ils ont à faire à la maison est finalement assez simple. Je regarde une petite vidéo et en classe, je montre que j'ai compris. Si j'ai pas compris, je peux réaccéder à cette vidéo et avoir des explications de mes pairs ou de mon enseignant. Finalement, ils sont dans une situation qui est plus simple pour eux.
Certains disent, mais comment peut-on vérifier qu'effectivement ils font ce travail à la maison ou ailleurs, parce que ça peut ne pas se faire à la maison. Ah oui, bien sûr, ça peut se faire en aide aux devoirs, au CDI, etc. Mais en classe, ils vont s'en servir de ces informations dont ils ont pris connaissance à la maison. Ils en ont besoin pour faire les activités. Si ça saute aux yeux tout de suite, non seulement à mes yeux, mais aux leurs. C'est-à-dire que celui qui n'a pas pris connaissance des informations, il se retrouve décalé, il ne comprend pas. Et donc il perd du temps, il est autorisé en classe à aller revoir la capsule vidéo. Mais pendant ce temps-là, les activités qu'il doit faire n'avancent pas et il se retrouve pénalisé à la fin. Donc ils le comprennent assez vite, ça qu'ils en ont besoin. Comment vous organisez la classe pour faire en sorte qu'effectivement, par exemple, le travail soit accompagné par l'enseignant, le travail des élèves ? Alors déjà, n'étant pas focalisé en permanence sur ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois organiser pour attirer leur attention, comment je fais passer le message, je les regarde, je suis disponible. Rien que ça, je ne suis pas dans le même état d'esprit. Il se passe quelque chose d'inattendu, un intervenant extérieur qui vient demander un papier, ça n'arrête pas le cours. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cours que je professerai. Les élèves continuent leur activité, je peux m'interrompre pour l'un, pour l'autre, pour X raisons. Donc déjà, je suis dans l'accompagnement. Après, je suis dans une situation où je demande beaucoup de retour d'activité d'élèves sous forme numérique. Et là, on revient à l'ENT, c'est-à-dire qu'ils me font leur retour par mail, par exemple en faisant tout simplement une capture d'écran. En histoire géo, ils me font une frise, ils me font une carte, des glissés-déposés pour associer des choses, etc. Capture d'écran, ils me l'envoient. Ou alors rédaction de texte, une petite synthèse ou la compréhension d'un document, par mail, il me l'envoie. Et à chaque fois, cet envoi de mail ouvre la voie à un échange, c'est-à-dire que l'élève qui rend son travail, c'est pas la fin de l'histoire. À la limite, c'est le début d'une histoire. Une histoire qui commence où moi, je regarde ce qu'il a fait, je lui renvoie des commentaires, je lui explique ce qui va pas, je lui donne des conseils pour améliorer. Et lui recevant, en début d'année, j'ai des élèves qui me renvoient des mails de remerciements. Merci pour vos conseils. Ils sont finalement assez surpris et contents et ils se sentent presque redevables. Je leur ai donné des conseils, spontanément, ils vont essayer de les appliquer. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde. Mais quand dans une classe on a un tiers, voire la moitié des élèves qui refont assez systématiquement les travaux faits en classe, je trouve que c'est quand même pas mal. Quand avant ils faisaient le travail, je leur disais reprenez la correction, puis je vous donnerai 2 points de plus, enfin des espèces de petits arrangements comme ça marchait pas. Voilà, donc autre idée, le fait que par exemple un texte écrit, ils me l'envoient par mail. Quand ils font une amélioration, ils partent de l'existant, c'est beaucoup plus facile à améliorer que s'ils m'avaient rendu une copie papier. Pour faire une version 2, ils sont obligés de refaire, y compris ce qui était déjà bien. Alors que là, il manquait une phrase d'introduction du paragraphe, je l'intercale. Tu as oublié de mettre les mots de liaison. Pas de souci, celui-là n'est pas le bon, je le remplace par un autre, etc. C'est l'avantage du numérique. C'est l'avantage du numérique qui peut être modifié, amélioré facilement. Dans l'organisation de votre salle de classe, comment ça marche ? C'est toujours la classe autobus ? Oui, là je suis contraint par une situation qui est que c'est une classe héritée, c'est une classe pupitre. C'est-à-dire que il y a 30 élèves avec un ordinateur chacun. Ah oui, d'accord. Une classe pupitre au sens chaque élève a son ordinateur et avec un logiciel de contrôle de classe, NetSupport School, je vois ce qui se passe. Et je peux intervenir, donner des conseils de cette façon-là. Vous aimeriez une autre organisation ? Mais bien sûr. Alors dites-moi laquelle. Là, le conseil départemental nous a doté de tablettes numériques. Oui. Donc ça, c'est une évolution. C'est déjà mieux par rapport à l'ordinateur. C'est une évolution importante pour l'établissement et c'est ça qui nous a amené à participer à l'expérimentation du nouvel ENT OSE parce que l'ancienne ENT n'était pas compatible avec des écrans tactiles. Bon. Donc dans un rêve, mais que j'imagine à assez moyen terme, de 3-4 ans, en one-to-one, chaque élève a sa tablette, ce qui nous simplifierait la vie, parce que là pour l'instant c'est des tablettes partagées, donc il faut que chaque élève se connecte, le deuxième utilisateur trouve les informations du précédent, c'est pas idéal pour l'instant, mais donc chacun sa tablette, continuité à la maison, je continue d'avoir la même tablette qu'au collège, et puis dans cette logique-là, on n'a déjà plus de raison d'être tous alignés face au
prof, ça c'est une évidence, donc je me déplace, et on a peut-être même plus forcément, je vois beaucoup d'expérimentation sur les nouveaux mobiliers, on n'est pas forcément obligé de passer une heure entière assis devant un bureau, on peut tout à fait être sur une chaise haute, il y a des élèves qui ont besoin de pédaler en même temps. Il y a quelques années, je trouvais ça un peu farfelu. Loufoque. Oui. Et là, je le comprends, je le vois bien, quoi. Là, je voyais encore des ateliers tout à l'heure un collègue qui faisait nous sommes honnête journée ici. Nous sommes honnête journée. Un collègue qui présentait des petites vidéos à la mode YouTube faites par ses élèves pour expliquer une règle de grammaire. Là, on voit tout à fait les élèves qui s'isolent dans un coin de la classe pour faire leur petit enregistrement. Et voilà. Et finalement, c'est pas si loin de ce que je fais actuellement, puisque les élèves qui enregistrent la lecture sonorisée du cours, je le fais en marge des activités des autres. Tout le monde est en activité et ils passent les uns après les autres pour s'enregistrer. Si je disais, Bruno est un enseignant en recherche, vous seriez d'accord? Ah oui, tout à fait, oui. Vous êtes en recherche. Et le problème, c'est que vous n'avez pas trouvé définitivement. Vous n'arrêtez pas de chercher. Oui, en tout cas, je n'arrête pas d'avoir trouvé des choses. Tous les 3-4 ans, je renouvelle un peu mes pratiques. Je suis toujours très content de ce que je fais. Et puis, je me dis, oui, mais tiens, mais comment tu as fait pour pas penser à ça plus tôt? Et voilà, bon, c'est... Et pour progresser comme ça, il faut démarrer, certes, mais en fait, échanger, je suppose, avec les collègues, oui. Entre pairs. Je suppose venir à des manifestations, à des événements comme ici et des rencontrer physiquement. Oui. C'est donc un mix entre le réseau social et la rencontre en physique? Oui, je mettrai en premier la rencontre physique oui. Directe. Je suis formateur académique, donc ça me permet aussi de rencontrer pas mal de monde, de voir, de croiser différentes disciplines. Je suis formateur académique dans l'interdisciplinaire sur l'évaluation, donc ça permet de voir beaucoup de pratiques de collègues et à chaque fois récupérer des idées et transposer. Alors, est-ce que vous seriez d'accord avec l'affirmation suivante? Je suis formateur, mais j'apprends des gens que je forme. C'est évident, je me demande même si c'est pas moi qui apprends le plus dans ce contexte-là. Avec le recul, c'est une évidence, oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.